Bonjour Monsieur Blanc-Carassac. Bonjour Monsieur Boucarassac. Bonjour les amis, comment allez-vous? Froidement. Fraîchement. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, ouais. J'espère que ça ne va pas bloquer les neurones. Non, ça va aller. Alors on va commencer en fait notre questionnaire avec la France. Après le premier tour des territoriales en Corse, les médias parlent de tsunami nationaliste. Qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, il y a une erreur de langage. Ce ne sont pas des nationalistes, ce sont des séparatistes. C'est pas la même chose. Rappelez-vous ma conférence sur le sujet, nationalisme, patriotisme, séparatisme, où j'avais essayé. Mais évidemment, les médias et ceux qui sont derrière, ça les arrange d'utiliser le mot nationaliste pour cela. Donc le séparatisme, c'est le contraire du nationalisme qui tend à préserver la nation dans son intégralité. Donc voilà. Alors, ou bien c'est voulu, ou bien c'est de l'analphabétisme des journalistes. Bon. Alors, bon, quand on regarde de près les résultats, Tsunami, oui, ils ont eu un vote assez important, mais c'est tout de même une minorité. Parce qu'il y a eu un très fort taux d'absentéisme. Et donc, c'est relatif. Et alors, ils ont aussi bénéficié d'une chose, c'est du ras-le-bol des Corses par rapport aux partis traditionnels, qui sont complètement discrédités. Donc voilà. Donc évidemment, les médias et ceux qui sont derrière profitent de toutes ces poussées séparatistes, la Catalogne. Aujourd'hui, c'est la Corse. Demain, ce sera quoi, la Bretagne, ou etc., etc. Donc détruire la nation, c'est toujours la même chose. Donc voilà, je pense avoir répondu à votre question. Merci. Toujours en politique, que pensez-vous du bras de fer de Macron avec les maires de France en ce moment? Eh ben, ces malheureux maires ont été possédés, quoi, c'est tout simplement. Il leur a dit, bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, les communes et les maires vont devoir essayer de continuer à faire marcher leur municipalité avec ce qui leur reste. Et pendant ce temps-là, M. Macron pourrait construire de nouveaux centres d'accueil pour les migrants. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est où va l'argent des Français, hein? On sait déjà que l'armée est la parente hyper pauvre des crédits de la nation. Et donc les municipalités aussi, on cherche. On serre le citron au maximum de façon à avoir du jus pour les migrants. Les migrants qui justement leur sont parachutés dans leur municipalité sans qu'ils aient vraiment choisi. Ben, bien entendu. Alors pour que ça ne soit pas trop visible à Calais, à Paris ou ailleurs, on les éparpille à travers la France. Donc c'est comme des métastases d'un cancer. Ouais. Exactement ça. Alors, dans son livre Déflagration, l'ex-directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, dévoile les secrets de la campagne présidentielle. N'est-ce pas un coup tordu? C'est évident. C'est évident. Alors, il y a une chose qui est tout de même intéressante à relever, c'est que ça coïncide à peu près avec une relance de la campagne contre François Fillon de la part du Canard enchaîné. Tout dernièrement. Tiens donc. Tout dernièrement, oui. C'est très curieux. Et qui relance la chose et qui en même temps se défend de n'avoir cherché des noises qu'à Fillon, affirmant qu'ils avaient aussi étudié les dossiers des autres candidats. Ah bon, ils n'ont rien trouvé sur Sarkozy? Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé sur Marine Le Pen. Juppé? Ah, mais c'est curieux. Non, vous voyez, donc voilà. Donc alors, l'impression que ça me donne, et à la fois par ce livre tordu de Stefanini, qui entre nous ne cherche qu'une chose, c'est à se dédouaner de son piètre conseil à Fillon, puisqu'il était tout de même censé gérer la victoire de Fillon aux primaires de la droite. Donc, il n'a pas fait le travail, ou sur commande peut-être, vraisemblablement, donc il l'a trahi. Et donc voilà, c'est comme si ceux qui sont derrière les médias avaient peur que Fillon revienne en politique. D'accord. Là, c'est l'impression que ça me donne. Oui. Pourtant, il l'a dit, il a arrêté.
Oui, Oui, oula, le nombre d'hommes politiques qui a dit qu'il arrêtait et qui sont revenus. Hein, C'est comme... ça veut strictement. Mais d'ailleurs, je lui donne entièrement raison. Étant donné qu'il a toujours les poursuites sur le dos du pôle financier, il a intérêt à rester tranquille. Le jour où, j'espère tout de même, ils finiront par dire qu'il n'y a pas matière à poursuite, à ce moment-là, on verra. Alors, autre sujet envers Radio Classique. Pardon. Vous avez souvent mis en garde envers Radio Classique, qui diffuse de la musique classique, mais qui en profite pour diffuser les thèses juives et sionistes. Donc, dernièrement, sa collaboratrice Ève Ruggieri a fait une rétrospective de Mozart franc-maçon. L'avez-vous écouté cette fois? Alors, je l'ai écouté, d'ailleurs, j'en ai pris soigneusement note, ça date du 23 novembre. J'ai entendu tout le truc, c'est d'une perversité totale. Mozart franc-maçon, tatati tatater. Et je connais tout de même un petit peu le sujet, puisqu'il y a une partie de chapitre que j'ai consacré à la mort suspecte de Mozart Oui, dans mon livre La oui, maçonnerie. oui. Et justement, j'ai préparé mes munitions, je me doutais qu'une question comme ça pourrait m'être posée, si bien j'ai toujours... La citation. J'essaye d'avoir un coup d'avance. Ouais. Alors voilà quelque chose qu'il est bon de savoir. Donc il a adhéré en 1784 à la loge viennoise à la bienfaisance. Et note Bénédicte Dem, c'est une journaliste qui a fait une étude sur Mozart aussi, elle dit ceci. Pour le jeune Mozart, le fait de devenir franc-maçon offre la perspective de nombreuses commandes musicales. Mais en fait, c'est la démarche quasiment constante, à 90,9% de ceux qui rentrent en maçonnerie, c'est pour un intérêt matériel. C'est du réseau. Et alors, chose plus intéressante, ça c'est pour donner la motivation, disons, et alors chose plus intéressante encore, et qui complète, c'est que des médecins allemands ont rédigé en 1791 un ouvrage, Mozart Tod, c'est-à-dire la mort de Mozart, dans lequel ils affirment que le franc-maçon Hofdemal a été mandaté pour empoisonner Mozart. En étant davantage là-dessus, ceux qui ont envie de creuser, pensez dans mon livre, La maçonnerie. Donc vous voyez, la perversité des gens, donc cette Ève Ruggieri, qui a une profonde culture musicale, mais qui a ses têtes, c'est-à-dire qu'on parle toujours de ceux qui sont compatibles. Donc c'est pour ça que je recommande à l'attention des personnes qui aiment la musique classique que Radio Classique est une radio tordue. Son fondateur était un des frères Schreiber, je ne me rappelle plus quel était le prénom. Donc voilà. Il faut savoir qui est qui si on veut ne pas se laisser tromper. Alors, on va passer en fait à la petite sphère nationaliste française. Des correspondants nous auraient mis au courant des dernières cabrioles de Sieur Benedetti, soutenues par Piacidos. De quoi s'agit-il? Bon, c'est de l'histoire relativement ancienne, enfin, tout au moins l'origine de l'affaire est relativement ancienne, puisque ça démarre au moment où je constate que l'action de Benedetti est nuisible au nationalisme en France. Donc, c'est pas simplement l'affaire Benedetti ou Jeune Nation, l'œuvre française, le Parti nationaliste français, c'est que dans la mesure où ces gens-là déraillent, ou certains d'entre eux déraillent, ça nous concerne tous. C'est pour ça que je réagis. Puis non, ça ne m'intéresserait pas parce qu'ils représentent franchement pas grand-chose. Donc il y a quoi? Il y a une dizaine de jours, je reçois coup sur coup plusieurs mails de correspondants qui me disent, vous savez pas quoi, vous êtes attaqué de vilaine façon sur le blog du Parti nationaliste français. Alors, petite parenthèse, ce Parti nationaliste français a été relevé par André Gandhian, qui en est le responsable aujourd'hui. Je me dis, tiens.
Et alors il me raconte justement que sur base visiblement de fiches, parce que vous savez ou vous ne savez pas que Pierre Sidos a la manie des fiches, faisait un portrait de moi, qui n'était pas gentil déjà d'une part, et puis rempli d'erreurs, mais avec une particularité particulièrement tordue, c'est qu'il donnait mon adresse Personnel. personnelle. C'est qu'il était me désigner à l'attention de certains qui ne m'aiment pas particulièrement. Alors, bon, j'enregistre la chose, et dans les minutes qui suivaient, je recevais des mêmes personnes de nouveaux messages me disant « Mais vous savez pas la meilleure ?» C'est que, enfin, chaque personne me disait « On a répondu à ce message sur le blog du Parti nationaliste français, ou le mur, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour les engueuler en disant que c'était inadmissible. Et le message, soi-disant au nom du Parti nationaliste français, a été supprimé. Non, je sais. Donc, et il me disait, nous avons envoyé des commentaires, ils n'ont pas publié nos commentaires. Donc vous voyez l'honnêteté intellectuelle de ces gens-là. Il n'était pas signé l'article, non? Pas signé, en plus de ça. Bien entendu, voyons. Hein, courage fuyant. Donc voilà ces gens-là. Donc, alors, bon, connaissant un petit peu tout de même André Gandillon, ça m'étonnait qu'il ait couvert la chose. Ce que j'aurais aimé tout de même, c'est qu'il prenne son téléphone pour me dire qu'il était pour rien et qu'on avait profité de son absence pour faire passer cette petite vilainie, pour pas dire un autre mot. Et donc voilà, donc d'ailleurs on en a parlé dans le dernier numéro de la politique. Donc voilà les procédés de ces gens-là. Ils ne savent pas que répondre aux mises en garde que je fais sur le comportement de l'individu Benedetti. Dernièrement, vous vous rappelez ce que j'avais évoqué de son comportement vis-à-vis d'une fidèle militante et généreuse donatrice. Ça m'est revenu de plusieurs sources de l'intérieur des gens de la française Parti nationaliste français. Ce qu'il disait, c'est quasiment la même chose, donc j'ai pas de raison de ne pas croire ce que l'on me dit, puisque chacun disait exactement la même chose. Et pour revenir sur le sujet, Benedetti, un jour, l'une des réunions, voyant cette militante qu'il ne peut pas voir en peinture, c'est réciproque d'ailleurs, puisqu'elle constate l'action nocive de ce Benedetti, la voyant, lui, qu'est-ce que vous faites là? Elle reste impassible, il a attrapé une bouteille d'eau, il lui verse sur la figure, lui arrache ses lunettes de soleil, je crois que c'était cet été, lunettes de soleil en général c'est en été, et puis voyant qu'elle ne bougeait pas, il attrape une bouteille de vin et il lui verse le vin sur la figure. Donc voilà. Oui. Voilà un responsable d'une structure qui se dit nationaliste et qui se comporte comme ça, et contre une militante qu'il n'aime pas, et elle a totalement raison, et vis-à-vis de moi qui met les pieds dans le plat en disant ce que ces gens sont réellement. Donc voilà. Alors, le pire, c'est que Pierre Sidos, qu'il a intronisé comme responsable de l'œuvre française, avant que par ses provocations ce soit interdit par Manuel Valls, bloque l'action d'André Gandillon, qui veut le mettre à la porte. Donc Pierre Sidos, vraiment déjà qu'on en savait beaucoup sur lui, à chaque époque, il a choisi le plus mauvais cheval. Alors ça a commencé avec les Alain Benoît, Dominique Vénère, François d'Orcival. Il a récidivé il y a quelques années, donc récemment, en imposant Benedetti. À chaque fois, il a choisi le mauvais cheval. Et il ne veut pas admettre. En fait, on dirait qu'il cherche le plus médiocre pour le mettre là, pour qu'il ne porte pas ombrage. Donc, Pierre Sidos, pour moi, c'est terminé. Il est complètement discrédité. Alors, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, en tout cas avec ce qu'on vient de dire, mais qui concerne quand même tout ce qui va tourner autour du glyphosate, plus connu sous le nom de Roundup auprès de nos agriculteurs. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire sur Nicolas Hulot, le glyphosate, les pressions lobbyistes derrière? Il y a beaucoup à dire, justement. Alors,
on a l'impression que la communauté européenne, qui est tenue par les lobbies, on le sait, dont les lobbies pharmaceutiques, agroalimentaires et compagnie, veulent donner le temps à Monsanto d'appuyer ses stocks. C'est pour ça qu'on prolonge. Et comme il y a tout de même de moins en moins de gens qui utilisent le Roundup, ne serait-ce que les particuliers pour désherber chez eux. Et donc les stocks ont probablement une certaine difficulté à s'écouler. Alors, ce que j'ai noté aussi, c'est que le ministre de l'Agriculture, un certain Dominique Traverse, je crois, Traverse en tout cas, oui, s'est réjoui de la décision de la Communauté européenne du prolongement pour 5 ans. Alors, bon, il faut savoir qu'il représente les gros producteurs céréaliers français qui font de la culture intensive comme les Américains. Et alors, duplicité de la duplicité, les médias nous ont dit que le gouvernement l'avait rappelé à l'ordre, que c'était pas bien de dire que c'était très bien le prolongement de 5 ans, mais qu'en France, ce ne serait que pour 3 ans. Ah oui? Et dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va nous sortir comme explication pour prolonger? Ou c'est mauvais pour la santé, et on arrête tout de suite, Voilà. ou c'est pas mauvais, et il n'y a aucune raison d'interrompre. Voilà. Or, on a C'est des études scientifiques là-dessus de gens qui ne sont pas inféodés à Monsanto, qui prouvent que c'est dangereux pour la santé, cancérigène, etc. Et la communauté européenne, je veux le rappeler, j'ai déjà signalé à quelques reprises, en tout cas dans la politique, la communauté européenne, pour répondre à ces mises en garde de scientifiques, a répondu par un texte où elle a fait un copier-coller du propre texte de Monsanto pour défendre son produit. Non, c'est sûr. En plus, ça, C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle, Ouais. encore une fois. Mais les agriculteurs sont les premiers à avoir toutes sortes de maladies. Mais bien entendu, et alors on voit Ils sont de mal au temps en point, temps un malheureux agriculteur qui dit voilà, j'ai attrapé telle maladie, etc. Mais c'est anecdotique, comme ça, on glisse. En fait, ils ont tous des gros soucis, sans Évident. compter les enfants dans les écoles à côté. Exactement. Alors, lors de cette tournée africaine qui a commencé au Burkina Faso, Macron a dénoncé les crimes de la colonisation européenne. Quel est votre commentaire? Alors, cet individu, alors là, franchement, c'est une quintessence de Sarkozy et d'Hollande, cet individu. Il crachote toujours sur ce que nous avons bâti en Afrique. En Afrique, en Asie aussi, en Indochine, etc. S'il n'y avait pas eu la colonisation européenne et française, bien entendu, mais où en seraient ces pays? Ils auraient disparu par les pandémies, leur guerre civile. C'est nous qui avons empêché que cela se produise. Alors qu'on ne vienne pas cracher sur la France. Alors certes, la colonisation, notamment, qui a été tout de même fomentée par la Troisième République, vous savez très bien. Ce que je dis à ce sujet-là, c'est que la Troisième République, en fait, a poussé à la colonisation parce que ça permettait d'envoyer au loin Des populations qui l'armée, étaient... de jeunes Français indignés par tous les scandales de la Troisième République. Donc on leur a donné un défoulatoire. Ouais, Un ouais. défoulatoire. Mais le résultat, c'est qu'on a tout de même civilisé ces pays. Hein, et que cela plaise ou non, c'est comme ça. Que la colonisation ait été parfaite, certainement pas. Parce que le comportement des petits blancs, pas toujours parfait. Hein. Mais sur le fond, ces pays ont profité de la colonisation. Bon, alors, pour répondre à votre question, il n'y avait pas que ça dans le voyage du petit Macron au Burkina Faso. C'est que cet individu a révélé une fois de plus sa suffisance, sa mauvaise éducation. La légèreté aussi. La légèreté de l'être, comme on dit. Se moquant du président du Burkina Faso qu'il invitait quand même. C'est pas terrible, en effet. Pour faire rire les étudiants de l'université de... je sais plus quelle... Donc voilà le personnage. Alors, on se demande, mais pourquoi est-il toujours aussi arrogant, provocateur, etc.
la seule explication que je vois, bon, la mauvaise éducation, oui, d'accord, mais enfin, c'est peut-être pas suffisant. Je pense qu'il sait parfaitement qu'il est quasiment intouchable parce qu'il a été promu, poussé en avant pour devenir président de la République par les lobbies. Et donc, il dit, je suis intouchable. Et j'y vais. D'où sa grande gueule vis-à-vis de ce malheureux général de Villiers, etc. À toutes les occasions, on dirait qu'il s'ingénie à humilier les gens. Bah, s'il n'a pas de contrepoids en Pour créer face. son petit personnage de coq. Affirmer un pouvoir. Enfin, se donner une autorité naturelle qu'il n'a pas Il n'a pas, exactement. Il n'a pas la carrure. Non, vraiment, psychologique, c'est plus. Pour nous, ça ne nous surprend pas, mais je ne sais pas si les Français finiront par comprendre le crime qu'ils ont commis en votant directement ou indirectement pour lui. Oui. Parce que s'ils croyaient que vanter Marine Le Pen au premier tour, ça allait amener Marine Le Pen au pouvoir, alors là, vraiment, c'est qu'ils n'ont rien compris en politique. Et rien compris à Marine Le Pen et ce qu'elle représente. Alors, on va reparler tout à l'heure de Marine Le Pen, mais là, j'ai une petite question d'un autre ordre, plutôt contemporain. Là, on parle de la mort de Jean d'Ormesson. Voilà, notre immortel qui est décédé. Alors, Donc, notre immortel, justement, j'ai pris quelques notes dernièrement, et notamment pendant mon voyage à Paris, pour le prochain numéro de la politique. Alors, c'est curieux parce que, premier réflexe que l'on doit avoir, quand on voit que les médias encensent quelqu'un, c'est de se dire, s'ils l'encensent, c'est que c'est un des leurs. Et pour preuve. Alors, mes petites notes. Bon. Premièrement, quand il a fait son discours d'admission à l'Académie française, à un moment donné, il parle de nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Les leurs, oui. Les leurs. Bon, alors, relevons quand même que c'est un aristo, qui a un beau château, donc qui relève de l'aristocratie française qui a été créée. L'aristocratie a été créée pour défendre le royaume, pas les valeurs de la République, quand même. Bon, et d'un. Deuxièmement, c'est lui qui a fait l'éloge de Simone Veil, quand elle a été admise à l'Académie française, le 18 mars 2010, où il y est allé avec l'encensoir, toc et toc. Relevons que la chère Simone Veil occupait le fauteuil qu'à l'époque Jean Racine avait occupé. Vous voyez la déchéance. On parlait de Jean Racine. Oui, la déchéance. Veil, oui. Bon. C'est pareil. Et puis, en 2013, l'homme avait reçu le prix Scopus. Qu'est-ce que c'est que cela? Oui, c'est quoi? Eh bien oui, mais quand on cherche, on trouve. Prix Scopus, qui est une récompense remise par l'université hébraïque de Jérusalem et décernée textuellement. Hein, c'est magnifique. Textuellement. Vous avez trouvé ça sur Internet, hein, tout un chacun peut le trouver. Décerné aux personnalités engagées tout au long de leur vie en faveur du peuple juif et de l'État d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait de particulier pour le peuple juif, mis à part ni Simone Veil? J'en sais rien, non, mais c'est... Alors, bon, Jean d'Ormesson, je le connais un petit peu parce que j'ai connu ses chroniques au Figaro. Il avait une belle plume, quand même. Le Figaro, c'est quoi? C'est le journal qui accepte tous les pouvoirs. On est toujours bien avec tout le monde. Et d'Ormesson, c'est exactement ça. C'est le type qui passe à travers tous les régimes, ami avec tout le monde, jusqu'avec Mitterrand. Oui. Aussi. Donc, c'est le prototype de l'invertébré. Prototype de l'invertébré. Alors, je voudrais remarquer aussi que l'éloge qui a été fait dernièrement pour Jean d'Ormesson avait été fait en présence du pédophile violeur Roman Polanski. Et que le discours introductif avait été fait par Bernard-Henri Lévy. Il est compatible kasher. Il est compatible kasher.
Et puis, qui d'autre encore? Bien, le député Maher Habib, qu'on appelle l'œil de Tel Aviv, Oui, ah oui, alors celui aussi est allé de son coup d'encensoir. bah voilà. Alors, voilà, c'est pour ça que je dis, quand vous voyez que les médias chantent les louanges de quelqu'un, dites-vous bien que ce quelqu'un Et est compatible. et forcément. Alors, dans un communiqué du 4 décembre 2017, Radio Courtoisie annonce qu'elle va perdre ses fréquences en province. Connaissez-vous-en la réponse? Ah oui, tout à fait. Raison. Ah bah c'est grâce à Henri de Lesquen. C'est grâce à Henri de Lesquen, en fait. D'accord. Alors, Henri de Lesquen, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 an et des poussières, maintenant, à peu près, sentant qu'il perdait de plus en plus d'abonnés, a cru qu'il allait se refaire une virginité sur la droite. Il a commencé à sortir un certain nombre de petites phrases, Oui. quelque peu antisémites primaires, moquant tous les rescapés de la Shoah qui étaient toujours en vie et en bonne santé, dont Simone Veil, la grosse Simone Veil, comme disait, ce qui évidemment a fait tout de même un scandale. Alors, bon, vous savez très bien que je critique tout de même très souvent certaines positions des milieux sionistes, juifs, etc. Mhm. Mais je n'ai jamais insulté les juifs. Non, c'est vrai, ça. c'est D'abord, gratuit, les hein. juifs, il y a de pauvres gens là-dedans qui sont victimes de l'attitude de ces grands juifs, hein, Ouais. qui mènent la politique mondiale et bien entendu nationale à sa perte. Donc, ce Lesquen est un homme qui n'a pas d'éducation, qui est capable pour trouver un nouveau public de sortir n'importe quoi, et ça marche. Avec les milieux primaires que nous avons dans nos milieux, ça marche. Donc, alors qu'est-ce que ça a produit comme conséquence? D'abord, il a toujours un procès sur le dos, à cause de ses déclarations. Deuxièmement, tout de même, son auditoire à Radio Courtoisie a plongé, et c'est au point qu'il a laissé une ardoise, quand il a été mis à la porte de Radio Courtoisie, il a laissé une ardoise de 350 000 €. Auquel se rajoute maintenant une amende, je crois, de 25 000 € Pour sa déclaration. par le CFA, D'accord. qui est le CSA. Conseil de surveillance de l'audiovisuel. Oui. Donc voilà le personnage. Hmm. Et voilà l'explication à votre question. Oui, d'accord. D'accord. En parlant d'un autre personnage sulfureux, avez-vous vu que l'avocat Adrien Abosi a été invité par Jean-Paul Chéric de Olmeta, président des Amis de Synthèse Nationale que dirige Roland Elie? Alors c'est très intéressant. Moi, ce qui m'amuse quand je vois ce genre d'informations, c'est que c'est toujours la même chose, qui se ressemble s'assemble. Alors ce Chéric de Olmeta, qui est-ce? Je vais encore revenir là-dessus. J'avais dénoncé à l'époque, bon, à plusieurs époques d'ailleurs, mais notamment dernièrement, c'était lors de la commémoration des 65 ans de Rivarol, le journal Rivarol, où son directeur actuel, ce pauvre Jérôme Bourbon, l'avait invité avec Jean-Marie Le Pen et avec Henri de Lesquen. C'était ses 3 invités d'honneur. Or, Chéric de Olmeta, c'est quoi? Dit de Olmeta, monsieur Chéric. C'est quoi? Il est franc-maçon. Et j'ai notamment un petit opuscule qu'il a écrit il y a quelques années, dans lequel il disait que son action était de promouvoir l'action de la maçonnerie et de défendre la maçonnerie. Donc, voilà, passage. Et puis aussi, il a des mœurs sexuelles. Bon, vous avez compris. D'accord. Donc voilà cette mouvance dite des milieux nationaux ou de la dissidence, comme on dit, autour de Synthèse Nationale, autour de Rivarol, où on voit les Chéric de Olmeta à coquiner avec le Roland Elie de Synthèse Nationale, comme avec Bourbon et compagnie, et on voit arriver ce jeune avocat Adrien Abosi,
qui se dit catholique, qui a pris la défense du maréchal Pétain, c'est très bien. Mais un certain... Vous vous rappelez? Ah oui, Daniel Conversano. Zemmour? Non, un certain Zemmour. Un certain Zemmour. N'a-t-il pas fait ça aussi? Oui. Moyennant quoi, tous les milieux nationaux disent « Ah, c'est bien, quel homme, quel homme !» Ils ne comprennent pas que c'est une carte d'entrée pour qu'il soit admis dans le Cénacle. D'accord, ouais. Mais le problème, c'est que la marchandise qui est derrière ne colle pas. Oui. Donc je mets en garde contre Adrien Abosit. En plus de ça, je venais d'évoquer Conversano. Ben justement, il vient d'être invité par Conversano. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cet individu Abosit, catholique, etc., qui accepte de se faire inviter par un Conversano, dont on connaît la vulgarité, et les penchants homosexuels, puisque le type, quand il ne sait pas quoi répondre, vous montre les fesses, ou encore pire, sur ses blogs, on le voit se masturbant. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, mais sans parler, en fait... Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, en plus, enfin, des gens incultes en plus, enfin, pas concernant Abosi naturellement, parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait certaines recherches au niveau de l'histoire et du maréchal Pétain, mais l'autre est véritablement un inculte. C'est né. Oui, alors à propos d'Abosit, il faut rappeler quand même une chose, je l'ai fait dernièrement dans un des numéros de la politique, il a commis un livre à la gloire de Robespierre. Cherchez l'erreur. Ah oui. Cherchez l'erreur. Vas-y, vas-y. Donc voilà comment nos milieux sont trompés par des gens qui en fait représentent une toute autre marchandise que ce qu'ils prétendent afficher. On va revenir à l'actualité en France. Vous avez à de nombreuses reprises dénoncé et mis en garde envers l'acquisition de multimédia à crédit, enfin multimédia, c'est-à-dire des équipements, je suppose, sans rien payer par le groupe Altis du franco-israélien Patrick Drahi. Il semble que vous avez eu raison de mettre en garde, car le titre Altis est actuellement très malmené. Alors tout dernièrement, il a perdu un tiers de sa valeur, et d'ailleurs il y a eu quelques gros titres dans la presse à ce sujet-là, qu'on s'inquiétait de l'avenir de Altis, et bien entendu, pleurer dans les chaumières. Et non mais c'est ça, c'est de la cavalerie. Donc voilà un individu qui achète sans acheter. Il achète sans acheter. Et il a acheté SFR, il a acheté BFM TV, il a acheté Libération, il a acheté l'Express, d'autres encore, je ne me rappelle plus, mais à l'international, la même chose. Et ça sans se débourser un sou. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle de la cavalerie. En termes financiers, c'est ce qu'on appelle de la cavalerie. Jusqu'au jour où ça se casse la gueule. On verra. Et tout de même, rappelons une chose, c'est que Patrick Drahi, au travers de la chaîne BFM TV, a été un des principaux soutiens de Macron pendant sa campagne électorale présidentielle. Il avait tous les médias, il pouvait les Il avait tous les médias. Il pouvait... Voilà. De toute façon, Macron est un produit médiatique, donc c'est normal que Patrick Drahi soit aux avant-postes. Ah, mais de toute façon, il y a compatibilité. Entre le juif Drahi et le franc-maçon Macron, il y a compatibilité. Alors en parlant d'une autre personnalité franco-israélienne, là j'aimerais qu'on revienne sur Agnès Buzyn qui cherche vraiment à ce qu'on vaccine les nourrissons avec 11 nouveaux vaccins. En dépit de la levée de bouclier du public et de scientifiques, non, ceux qui en tout cas ne sont pas inféodés à Big Pharma. Vous qui êtes médecin, un nouvel avis. Il est évident que c'est un scandale majeur. C'est un scandale majeur. Et je vais reposer encore la question, j'ai encore d'autres munitions à vous donner. Comment se fait-il que cette personne qui est juive veuille imposer en France ce que les Israéliens n'imposent pas à leurs enfants en Israël? Il y aurait encore des stocks à Pourquoi ce qui serait bon ou nocif pour les Israéliens ne serait-il pas nocif pour les enfants français? Petit problème là quand même. Alors vous faites allusion à des stocks, oui, vous avez raison ma chère. C'est qu'il ne faut pas oublier que Mme Buzyn est partie prenante dans les intérêts d'un certain nombre de laboratoires en France qui fabriquent justement ces vaccins. Et alors j'ai tout de même aussi une petite documentation là-dessus.
parce qu'on m'a posé souvent cette question. J'ai fait des recherches, et alors là, c'est curieux que personne n'ait sorti ça. C'est tout de même très D'accord. important. C'est un article, l'article 36 du Conseil national de l'ordre des médecins, qui stipule que nul ne peut imposer à un patient un traitement qu'il n'accepterait pas. Ah ben, on est exactement dans l'inverse. Et le plus beau, c'est que c'est repris dans l'article R 4127 du Code de santé publique. Ouais, Donc elle est en pleine contravention. Mhm. Non, Avec mais la en loi. fait, disons qu'elle elle contourne le problème, en effet, de cette obligation, enfin, d'une loi, de cette possibilité de ne pas se voir imposer une médicament, enfin, une forme de médication, en disant que les enfants ne peuvent plus aller à la crèche. Enfin, Ah non, 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 l'école, non, 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 elle ne contourne pas du tout. Ah non. C'est une menace. Vous ne le faites pas, vos enfants n'iront pas à la crèche, C'est ça. ils ne seront pas C'est ça. scolarisés. Pas de C'est bras, ça. pas de C'est une chocolat. menace. C'est ça, mais ça C'est une revient, menace, elle ne contourne pas du tout. Non, non, elle dit vous êtes libre, mais. C'est encore plus tordu. Alors, vous avez récemment été invité, tout dernièrement, par la section ER Haute-Savoie à Genève, qui a eu une conférence qui a eu un grand succès par le nombre de participants, puisque les organisateurs ont dû refuser du monde. Comment interprétez-vous ce qui vous semble un rapprochement avec vous, avec Égalité et Réconciliation, qui a relégué largement en fait la manifestation? Alors j'avoue que ça a été une surprise pour moi parce que qu'une section de ER, le responsable local, quel qu'il soit d'accord avec ce que je dis et écris, oui c'est logique, mais ce qui m'a surpris vraiment, c'est la répercussion sur le plan national, étant donné que le site national d'égalité et réconciliation a relayé l'information. Ils se sont même tapés de faire une caricature que je trouvais très bien faite de Oui. moi, qu'ils ont Pour publiée. l'affiche, oui. Pour l'affiche, Oui. très bien fait. Je constate, j'ai pas d'explication particulière, mais on verra. Donc, de toute façon, dans la mesure où on est d'accord avec moi, je vais pas dire le contraire. Alors, toujours en politique, à droite, donc là en ce moment, Florian Philippot règle ses comptes. Il vient de déclarer à propos de Marine Le Pen, reprenant la formule de Marie-France Garot, qui qualifie Jacques Chirac de la sorte. Je la croyais du marc dont on fait les statues, elle est de faïence dont on fait les bidets. Vous qui connaissez bien le milieu de la droite, là ça m'intéresse. Je crois que cette formule de Marie-France Garot repose, comme celle de Florian Philippot, sur une déception. C'est-à-dire qu'effectivement, Marie-France Garot pensait qu'on pouvait tabler sur Chirac pour faire telle ou telle chose, ce qu'il n'a pas fait, il a fait le contraire. Et de même, Philippot, par rapport à Marine Le Pen, croyait qu'on pouvait compter sur elle pour un certain nombre de choses qu'il voulait imposer, notamment la sortie de l'euro, de l'Europe, la peine de mort. Or, dernièrement, on se rend compte que, dernièrement déjà, au moment des présidentielles, on a vu que Marine Le Pen commençait à évacuer ces sujets dérangeants, Oui. pour paraître plus politiquement Correct. correct Enfin, que correct. Bon. Alors, évidemment, devant cette situation, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Continuer à rester au Front National et dire béni oui, béni oui, Oui. ou claquer la porte en disant ce qu'il pense? Il commence à dire ce qu'il pense. Il a totalement raison. J'espère qu'il sortira des choses encore plus précises que cette réflexion. Et ce que l'on constate, c'est que le Front National devient inaudible en ce moment. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune substance. Des conseillers municipaux partent les uns après les autres. Ça va mal se terminer pour Marine Le Pen. Quand je pense qu'il y a encore un certain nombre de crétins qui croient en elle, j'ai vu, plutôt c'est vous qui m'avez attiré l'attention là-dessus, qu'il y avait certains commentaires pas très sympathiques à mon égard pour avoir conseillé de voter François Fillon. Ils n'ont toujours pas compris.
Oui, En votant oui. Marine Le Pen, ils ouvraient la porte à Macron. Alors ils préfèrent Macron à Fillon. Bonjour les dégâts. Donc voilà, la bêtise humaine de nos milieux, de peut- certains de nos milieux. On peut ajouter à cela qu'elle a été, en fait, ses comptes à la Société Générale et, je crois savoir, à l'autre banque qui est une banque espagnole, Barclays, non? Oui, c'est ça, Barclays, hein, a été, enfin, les comptes ont été coupés en tout cas. Alors, Barclays, c'est peut-être pas espagnol. Oui, bah alors là, je ne sais pas. Je connais ce genre de choses. Je m'en suis pas particulièrement occupé parce que je sens pas la chose. Je dirais qu'à la limite, ça lui redonne une virginité. Curieux. Mhm. Ou alors ils en sont encore au grand épouvantail du Front National, mais ils retardent. Mais ça serait peut-être pas une façon, en fait, déjà de spolier, en fait, les Européennes. D'ailleurs, elle se retire, elle veut pas se présenter, elle se présente pas Elle sur peut la liste. pas, elle peut pas puisqu'elle est poursuivie. Ouais. Du fait des comptes bizarres, etc. Parce qu'on accuse le malheureux Fillon, mais elle aussi est accusée. Mais c'est curieux que pendant la campagne présidentielle, autant c'était un boulet rouge contre Fillon, autant Ouais. elle, on n'a quasiment pas parlé de ses problèmes. C'est bien, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en fait, la question suivante, le général Pierre de Villiers vient de publier un livre, Servir, dans lequel il explique les raisons de sa démission comme chef d'état-major des armées. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est intéressant comme livre. De toute façon, ça va être le sujet de ma conférence de cet après-midi. Mais enfin, puisque vous me posez la question, je vais répondre que si le livre du général de Villiers est intéressant parce qu'il explique pourquoi Macron enlève des crédits à l'armée, et que lui, en tant que chef d'état-major, général de Villiers, ne peut pas accepter cela. Par contre, il y a un volet tout de même qu'il oublie, c'est que autant l'armée réagit quand on lui coupe les crédits, autant elle ne réagit pas quand toute l'action des présidents de la République tend à faire disparaître la France. Et ça, apparemment, ça ne les trouve pas, mais ce sera le sujet de ma conférence de cet après-midi. Alors, depuis les révélations d'agressions sexuelles par le réalisateur Weinstein, les féministes et LGBT tels que Caroline Fourest se lâchent encore plus sur le sujet. Qu'en pensez-vous? Bon, alors je ne vais pas faire l'apologie de Weinstein, bien entendu, mais enfin, je voudrais tout de même mettre quelques petits points sur le i. Premièrement, que les féministes sont très souvent des lesbiennes. Très souvent des lesbiennes. Alors, bon, revenons à cette série d'abus sexuels dont on nous bassine les oreilles. C'est curieux, on les découvre brusquement maintenant, parce qu'il n'y en avait pas avant. Si, bien sûr. Pas si, bien sûr. J'ai toujours pas compris pourquoi Weinstein a été pris en cible, je sais pas, j'ai pas d'explication là-dessus, je comprends pas. Pourtant, vu ses origines, il aurait dû être protégé. Ouais. DSK est un cas très similaire. DSK est un cas assez similaire à celui-là. À part qu'il n'a pas été chopé sur Dominique le fait. Strauss-Kahn. Curieux. Effectivement, c'est très, très proche. Bon. J'ai pas d'explication. Alors, tout de même, une chose. Ces féministes et autres femmes qui ont cru que par la libération de la femme, elle se libérait réellement, elles n'ont toujours pas compris qu'en fait, on en a fait des objets sexuels jetables comme des Kleenex. Alors, si elles aiment ça, C'est la liberté. c'est leur liberté. Mais alors qu'elles viennent pas pleurer après.